Deuxième partie de notre émission avec Territoire d'Info, la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios territoriales qui sont nos partenaires et TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Yann Brossa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes tête de liste du Parti communiste aux élections européennes. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, la spécialiste politique de Public Sénat, Oriane Mancini. Bonjour Oriane. Bonjour. Et bonjour Stéphane Vernet. Vous dirigez le bureau parisien de Ouest France, le premier quotidien francophone du monde. Merci d'être là. Yann Brossa, votre interview sera retransmise sur les sites vidéo de la presse quotidienne régionale à partir de 10h30 ce matin. Ce sont nos partenaires. Avant d'examiner l'actualité en France, Yann Brossa, la situation au Venezuela que l'on vient de voir en images. Donc le principal opposant à Nicolas Maduro s'est autoproclamé président par intérim. Est-ce que vous-même, vous le reconnaissez comme tel ? Jean-Luc Mélenchon, lui, a dénoncé une tentative de coup d'État contre Maduro. Est-ce qu'il a eu raison ? Il s'agit à l'évidence d'un coup d'État. On pense ce qu'on veut du régime de Maduro, mais enfin un président qui s'autoproclame et qui, dans l'heure, bénéficie du soutien de Donald Trump et du nouveau président brésilien, ça s'appelle un coup d'État et ça n'a rien de réjouissant et je pense que cela ne peut être qu'inquiétant. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes d'accord donc avec sa position ? Moi, je n'ai pas vocation à commenter ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je vous dis quelle est ma position sur le sujet. Il s'agit d'un coup d'État soutenu par les Américains et par le régime brésilien d'extrême droite qui vient d'accéder au pouvoir. On passe à l'actualité. Oriane Mancini. Oui, un retour en France. Emmanuel Macron sera dans la Drôme aujourd'hui. 3e rencontre avec les maires, mais pas seulement. Il va aussi rencontrer des personnes âgées, des jeunes du service civique. Est-ce que vous approuvez ce changement de méthode ? D'abord, je pense que c'est inévitable, mais on ne va quand même pas s'extasier parce que le président de la République rencontre des Français. Après tout, ça fait quand même partie de son travail. Encore heureux que le président de la République puisse dialoguer avec des jeunes et avec des personnes âgées, alors même qu'il y a dans notre pays depuis maintenant des semaines une crise sociale, politique extrêmement puissante avec le mouvement des Gilets jaunes, largement soutenu par la population d'ailleurs. Donc vous dites ça y est, il écoute enfin le pays ? Je ne dis pas cela. Et je pense que le problème, ça n'est pas qu'écouter. Le problème, c'est prendre en compte. Parce que c'est toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés depuis maintenant des semaines. C'est que le président de la République entend un certain nombre de choses. Mais après tout, il en avait déjà entendu au cours des mois passés. Mais ne prend pas en compte la colère sociale qui s'exprime partout dans le pays. Et il y a de grandes questions qui restent béantes. Que va-t-il faire sur la question du SMIC et des retraites ? Que va-t-il faire sur la question de l'impôt de solidarité sur la fortune ? C'est bien beau d'écouter, mais si à la fin on ne prend pas les décisions qui permettent de tenir compte de ce qui se dit, à ce moment-là, ça ne sert à rien. C'est toute la question du grand débat national d'ailleurs. Vous-même, vous avez participé à l'un de ces débats ou vous avez l'intention de le faire ? J'ai l'intention de le faire. Et d'ailleurs, les élus communistes participent à ce grand débat national. Et partout où ils sont élus, ils ouvrent des cahiers de doléances et ils permettent ainsi que la parole se libère. Moi, je ne suis pas sur une ligne qui consistera à dire qu'il faut boycotter tout ça. Je pense que les Français ont des choses à dire, que la participation assez nombreuse à ces débats témoigne du fait qu'ils ont envie d'y participer. Après, la balle est aussi dans le camp du gouvernement. Et qu'est-ce que le gouvernement compte faire de ces doléances et de ces paroles ? À propos des doléances, il y a plusieurs mairies d'arrondissement à Paris qui ont ouvert des cahiers. Est-ce que vous avez jeté un œil ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la ville organise pour participer au grand débat national ? Il y a un certain nombre de réunions publiques qui sont prévues, y compris d'ailleurs dans l'enceinte du Conseil de Paris à l'Hôtel de Ville. Il y a aussi des cahiers de doléances dans un certain nombre de mairies d'arrondissement. Ce qui remonte très fortement est à l'image de ce qui remonte dans le pays. C'est la question du pouvoir d'achat. Dans une ville comme Paris, c'est aussi bien sûr le coût du logement, et ça tombe bien d'ailleurs, puisque nous allons remettre en place très prochainement l'encadrement des loyers, puisque nous avons obtenu du gouvernement la possibilité de le faire. En tout cas, le pouvoir d'achat est très clairement la question qui apparaît partout. Et est-ce que vous faites partie des gens qui pensent que la retransmission télévisée des débats entre le président de la République et les maires, par exemple, devrait être décomptée du temps de parole de la République En Marche pour les prochaines élections européennes ? Oui. Et d'ailleurs, très franchement, quand on voyait ces débats, on se disait qu'on avait surtout à faire un one-man show du président de la République. Et je ne souhaite pas que les débats qui auront lieu en région ressemblent à ça. Et d'après ce qu'on sait d'ailleurs, ça ne ressemble pas à ça. Et en réalité,
il s'agissait plutôt d'une opération de force du président de la République qui souhaitait montrer qu'il maîtrise ses dossiers, qu'il est capable de parler pendant 6 ou 7 heures. Ça n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la libération. Qu'il écoute les maires, qu'il écoute les élus locaux, qui font remonter les doléances. S'il était venu au congrès de l'Association des maires de France la dernière fois, il n'aurait pas eu besoin de cette session de rattrapage. Puis je constate quand même une chose, c'est quand il reçoit les patrons, il les reçoit à Versailles, et quand il reçoit les maires, il les reçoit dans des gymnases. Donc ça crée quand même une drôle d'impression de décalage. Il avait quand même reçu 2000 maires à l'Élysée pendant le congrès des maires. Le problème, c'est qu'il n'en tient jamais compte. Le problème du président de la République, c'est qu'il ouvre les oreilles et une fois que ses interlocuteurs ne sont plus là, il ferme les écoutilles. Sauf quand il s'agit des puissants, des patrons, etc. On a besoin d'avoir un président de la République qui prend en compte la colère sociale qui s'exprime dans notre pays. Les Français et les maires sont bien placés pour le savoir, puisque eux sont au contact des Français, n'en peuvent plus de cette injustice sociale qui se répand partout en France depuis maintenant plusieurs années. Oriane Mancini, les manifestations. Oui, puisqu'on attend l'acte 11 des Gilets jaunes samedi. Est-ce qu'en tant qu'adjoint à la maire de Paris, vous redoutez cette nouvelle manifestation ? Je souhaite évidemment qu'elle se passe bien et je souhaite que les conditions soient créées, y compris par les forces de police, pour que les choses se passent bien et que les casseurs ne viennent pas gâcher la manifestation. En revanche, la question qu'on doit se poser est la suivante. Le président de la République avait fait un certain nombre d'annonces. Et ces annonces étaient censées stopper la mobilisation. Je constate 2 choses. La mobilisation continue et elle continue d'être soutenue par la majorité des Français. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le compte n'y est pas et que sur les grandes questions du pouvoir d'achat, de la répartition des richesses, de la fiscalité, le président de la République n'a pas répondu à la colère des Français. Mais juste un mot sur ces manifs qui touchent particulièrement la ville de Paris. Combien elles ont coûté ces manifestations des Gilets jaunes tous les samedis à la ville de Paris ? Quelques millions d'euros. Parce qu'il y a eu de la casse, et je regrette qu'il y ait eu de la casse. Je regrette d'ailleurs que Christophe Castaner ait mis un peu de temps à mettre en place un dispositif de sécurité pour éviter la casse. On l'a encore vu récemment au mois de janvier. Après, il est évidemment normal que des manifestations puissent avoir lieu à Paris. Il y a toujours eu des manifestations à Paris. Paris n'est pas une ville sous cloche. Paris est une ville qui appartient à l'ensemble des Français. Et je ne suis pas choqué que des gens viennent monter à Paris pour manifester, c'est leur droit. Puisque vous parlez de Christophe Castaner, pour répondre à la polémique sur ces fameux lanceurs de balles de défense, il a dit que samedi, les policiers seraient équipés de caméras pour montrer le bon usage de ces LBD. Est-ce que c'est une bonne décision pour vous ? Vous vous rendez compte, il y a quand même 15 personnes qui ont perdu un œil du fait de l'usage du LBD. Donc la question n'est pas de savoir si on met en place des caméras, la question est de savoir si on continue à utiliser le LBD pour le maintien de l'ordre. Et cette question, à mon sens, elle est d'autant plus légitime que l'écrasante majorité des pays d'Europe n'utilisent pas le LBD pour le maintien de l'ordre, y compris le Royaume-Uni par exemple, qui n'est pas connu pour être un pays particulièrement laxiste. Donc je pense qu'il y a des questions à se poser sur l'usage de ces armes. Nous ne sommes pas favorables à l'usage du LBD. Les parlementaires communistes sont déjà exprimés en ce sens, et je regrette que Christophe Castaner refuse d'ouvrir le débat sur cette question. Yann Brossa, la tête de liste du Parti communiste français aux Européennes, est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Les Gilets jaunes, on y revient, une liste aux Européennes qui sera menée par Ingrid Lavavasseur, qui était une des figures du mouvement. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous ? D'abord, c'est leur idée, et c'est quand même leur droit en démocratie de se présenter aux élections européennes, qui sont les prochaines élections qui auront lieu le 26 mai prochain. Donc je leur dis welcome. C'est problématique pour débattra. vous tout de même. Non, ça n'est pas problématique. Et d'ailleurs, je trouve un peu ridicule ces forces politiques qui ont soutenu la mobilisation des Gilets jaunes et qui maintenant ont l'air de s'inquiéter que des listes Gilets jaunes soient présentes aux élections européennes. C'est la démocratie, c'est normal. Après, j'ai hâte de découvrir leur programme et de pouvoir débattre avec eux de leur programme. Parce qu'une élection, c'est une confrontation de programmes. Pour l'instant, il y a une liste, et donc j'attends le débat sur le fond. C'est welcome sur votre liste ? D'abord, il y en aura effectivement sur notre liste. Vous avez raison de le dire. Notre liste sera largement ouverte à l'ensemble des mobilisations sociales. Celle des Gilets jaunes, mais pas seulement. Il y aura aussi des blouses blanches, des cols bleus, des stylos rouges. Bref, toutes ces catégories sociales qui se sont mobilisées ces derniers mois. Mais pour ce qui concerne les Gilets jaunes, il y en aura effectivement aussi sur notre liste. Vous avez raison de le dire. Sur cette liste des Gilets jaunes menée par Ingrid Lavavasseur, est-ce que vous pensez qu'elle est instrumentalisée, cette liste, qu'il y a quelqu'un derrière ? Je ne le sais pas et je n'ai pas envie de faire de procès d'intention à ce stade. J'attends de voir, je suis comme les Français, je n'ai pas encore le programme, je n'ai pas encore la liste et je me garderai bien de me prononcer sur cette liste-là. Après, je trouve que c'est la démocratie et c'est pas plus mal. Stéphane Vernet.
Vous avez dit que vous allez ouvrir votre liste aux mouvements sociaux, aux différents mouvements sociaux. Où est-ce que vous en êtes des tractations, des unions possibles avec d'autres listes de gauche, ou c'est définitivement enterré? Est-ce que ça veut dire qu'on aura une pléthore de listes à gauche pour ces élections? Est-ce que vous le regrettez? Nous avançons. Vous continuez à tendre la main? Nous avançons et nous aurons notre liste qui sera prête d'ici la fin du mois de janvier. Après, je dis la chose suivante, c'est que la gauche est effectivement trop divisée. Soyons honnêtes, ça n'est pas d'hier que sur la question de l'Europe, elle est traversée de divisions. Il y a des gens qui étaient favorables au traité de Maastricht, des gens qui étaient favorables au traité constitutionnel européen, y compris à l'intérieur de la gauche. Et d'ailleurs, à l'époque, le débat au sein de la gauche avait été extrêmement animé. Il avait d'ailleurs traversé le Parti socialiste. Les communistes ont eu sur la question de l'Europe une position constante et cohérente. Nous avons rejeté tous ces traités européens qui nous conduisent à la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Après, est-ce que nous pouvons construire des alliances? Moi, je continuerai à tendre la main à ceux qui partagent avec nous l'idée que l'Europe doit être autre chose qu'une machine à fabriquer de la régression sociale. Donc je serai toujours à Jean-Luc Mélenchon, à Benoît Hamon. Moi, je continuerai à tendre la main parce que je ne me résous pas à l'état d'éparpillement dans lequel la gauche se trouve aujourd'hui. Tendre la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez vous effacer derrière Jean-Luc Mélenchon, derrière Benoît Hamon? Ça veut dire que c'est à eux de vous rejoindre? Ça veut dire continuons à travailler au rassemblement. Moi, je ne me résous pas à cet état-là. Est-ce que ça fonctionnera dès les élections européennes? Je ne le sais pas. Mais de toute façon, il va bien falloir reconstruire dans notre pays une gauche qui tienne la route et qui soit moins divisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Sinon, cela signifie que nous permettons à Emmanuel Macron d'être dans un match avec l'extrême droite. Et je ne veux pas que 2022 ressemble à 2017. On a quand même oublié qu'en 2017, la gauche a été éliminée du second tour de l'élection présidentielle. On a banalisé cet événement. Or, ça n'est pas un événement banal et je ne veux pas qu'il se reproduise parce que sinon, ça veut dire qu'on va continuer comme aujourd'hui. Le rassemblement, c'est bien, mais il faudra une seule tête de liste. Donc, je repose ma question. Est-ce que vous êtes prêt à vous effacer? Ou est-ce que vous dites à Benoît Hamon, à Jean-Luc Mélenchon, rejoignez-moi, c'est moi qui serai tête de liste? On a déjà du mal à se retrouver autour d'une table. Donc commençons par discuter et par nous retrouver autour d'une table. On discutera du reste après. Commençons par discuter du fond et de nos orientations sur les enjeux européens. C'est déjà beaucoup. Stéphane Vernet. Vous avez cité Benoît Hamon et la France Insoumise, mais ni le Parti Socialiste ni les Verts, le temps des grandes alliances comme ça, c'est terminé. Avec eux, il n'y a pas de... Parce que les élections qui se profilent sont des élections européennes. Et j'ai la faiblesse de penser, j'ai peut-être tort, mais qu'aux élections européennes, on va parler d'Europe. Et il se trouve que sur la question de l'Europe, nous avons des divergences avec le Parti socialiste. Je mets les Verts de côté puisqu'ils ont dit que de toute façon, ils y allaient tout seuls. Je veux bien tendre la main à des gens qui de toute façon disent qu'ils y vont tout seuls, mais je n'aime pas perdre mon temps. En ce qui concerne les socialistes, moi, vous savez, je suis élu d'une majorité avec des socialistes. Anne Hidalgo, elle ne s'en cache pas, elle est socialiste. À l'échelon municipal, on arrive à travailler correctement ensemble. Mais pas à l'échelon européen. À l'échelon européen, je trouverais bizarre et pour tout vous dire un peu malhonnête de se retrouver sur une même liste aux élections européennes alors que nous n'avons pas le même avis, par exemple, sur les traités européens. Eux ont soutenu tous les traités européens. Nous avons dénoncé tous les traités européens. Donc si du jour au lendemain, tout le monde se mettait d'accord parce qu'on aurait trouvé une formulation de synthèse sur un coin de table, ce serait ridicule et ça ne serait pas honnête vis-à-vis des électeurs. Moi, j'aime l'honnêteté et la sincérité en politique et je crois que c'est ce qui fait aussi notre force. Donc pas d'accord avec Olivier Faure pour ces européennes, on l'a bien compris. On va passer à l'actualité économique, puisqu'on vient d'apprendre que Carlos Ghosn avait officiellement démissionné de la tête de Renault. Conseil d'administration ce matin à 10h pour le remplacer. Le tandem Thierry Bolloré, Jean-Dominique Sénard va lui succéder. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de Renault ? En tout cas, moi, je souhaite que Renault puisse avoir un bel avenir. Il reste qu'on ne pouvait pas imaginer une espèce d'impunité pour Carlos Ghosn. J'ai quand même une question. Quand on voit l'énergie avec laquelle le Japon combat la fraude fiscale, je pense que nous devrions nous poser un certain nombre de questions sur nos pratiques à nous en France. Et je pense que nous avons en France une forme de tolérance vis-à-vis de la fraude fiscale. Quand on sait que la fraude fiscale nous coûte, à nous Français, 100 milliards d'euros chaque année, qu'elle coûte à l'Union européenne 1000 milliards d'euros chaque année, quand on sait qu'il va y avoir 30 000 suppressions de postes à Bercy, je me dis que quand même, en France, on ferait bien de se saisir avec un peu plus d'énergie et de détermination de ce sujet. Vous parlez de manière générale. Je parle de manière générale, absolument. Stéphane Vernet ?
La question de la privatisation d'aéroports de Paris, de la Française des Jeux, se pose. Elles sont dans le projet de la loi Pacte examiné au Sénat la semaine prochaine. Le groupe communiste a également déposé une proposition de loi concernant la renationalisation des autoroutes. Est-ce que vous demandez à l'État de renoncer à ces différentes privatisations ? Bien sûr. Et on voit bien qu'on est dans une espèce de fuite en avant avec ce gouvernement qui consiste à déshabiller l'État et à le retirer de secteurs qui sont absolument structurels. Et je pense que nous avons plus que jamais besoin d'avoir aujourd'hui un État qui soit puissant et un État qui maintienne dans le giron public ces secteurs qui sont des secteurs stratégiques. On a par ailleurs en ce moment quand même un mouvement des Gilets jaunes qui partout réclame le retour de l'État, le retour des services publics, y compris des services publics de proximité. Et on a affaire à un gouvernement qui fait tout le contraire. Comment vous faire entendre sur ces questions ? Puis les autoroutes quand même. Quand on voit qu'en ce moment, le gouvernement, enfin Elisabeth Borne, ministre des Transports, est en train de mendier auprès des sociétés concessionnaires d'autoroutes pour leur demander de ne pas augmenter les tarifs, quand on sait la raquette qu'il y a eu dans ce secteur depuis maintenant des années, on se dit que la privatisation des autoroutes a effectivement été un véritable scandale. Alors la concession des autoroutes plus que la privatisation, mais vous savez très bien que ça coûterait très cher à l'État de revenir sur cette concession. Où l'État va trouver l'argent ? Non mais d'accord, mais enfin d'abord pourquoi est-ce qu'on a privatisé ? Pourquoi est-ce qu'on a privatisé ? Pourquoi est-ce qu'à l'époque, je crois que c'était Villepin qui était Premier ministre à ce moment-là, pourquoi le choix a été fait de concéder au privé ? On a concédé à des sociétés Pour privées. quelles raisons ? Qui est-ce qu'on a enrichi ? Qui est-ce qui s'est gavé sur le dos des automobilistes français pendant toutes ces années ? Il y a des forces politiques qui, à l'époque, ont dit non, qui, à l'époque, s'y sont opposées. Les communistes, à ce moment-là, avaient raison avant les autres. Et si on les avait écoutés, on n'aurait pas eu ce racket et cette perte de pouvoir d'achat pour les automobilistes. Dernière question, Stéphane Vernet. Une question d'actualité. Vous êtes adjoint au logement à la ville de Paris. On est en plein hiver, il neige. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est sur l'hébergement d'urgence, l'accueil des personnes sans domicile fixe ? Comment ça se passe cette année ? D'abord, il y a eu, et heureusement, 3000 créations de places d'hébergement supplémentaires pour l'hiver, ce qui fait que Paris compte aujourd'hui 5 places d'hébergement pour 1000 habitants, ce qui est un record qui n'avait jamais été atteint. Nous avons aujourd'hui mobilisé tous les espaces qui appartiennent à la ville de Paris et qui sont mobilisables pour faire de l'hébergement d'urgence. Est-ce que pour autant cela suffit ? À l'évidence, non. Et je souhaite que l'ensemble des départements, notamment des départements de la Petite Couronne, et je ne vise pas la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne qui sont déjà au taquet, soient mobilisés comme Paris est mobilisé. Les Hauts-de-Seine notamment. Vous savez, nous, la ville de Paris, nous sommes propriétaires d'un terrain à Neuilly-sur-Seine. Nous avons d'ores et déjà dit que nous sommes disponible pour qu'il soit utilisé pour faire de l'hébergement d'urgence. Eh bien, j'aimerais par exemple que ce terrain soit mobilisé. Yann Brossa, la confiance dans les médias est à son plus bas historique selon le baromètre Lacroix-Cantar. Tout le monde y passe, la télévision, les radios, la presse écrite, tout le monde baisse. Est-ce que ça vous inquiète, vous ? J'allais vous dire que vous êtes un peu dans le même état que nous. Et qu'en l'occurrence, la confiance dans les médias est un peu à l'image de la confiance qui existe dans les élus. Bien sûr que ça m'inquiète. Bien sûr que ça m'inquiète. Et pour autant, moi, je n'ai pas envie de tomber dans une espèce de média bashing ou de critiques systématiques envers la presse. J'ai des critiques à émettre. Mais le lynchage auquel on a assisté depuis quelques semaines envers les journalistes est quelque chose qui m'inquiète. Et je ne veux pas, moi, à mon tour, nourrir cette espèce de climat-là. Merci Yann Brossa. Merci à vous. Vous êtes la tête de liste du Parti communiste aux élections européennes. Merci d'avoir été notre invité politique. Merci Oriane Mancini. Merci Stéphane Vernet de Ouest France. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Voilà, Yann Brossa quitte ce plateau. Merci. Au revoir. Au revoir. Et font leurs entrées. Ils étaient dans la première partie de cette émission. Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point. Rebonjour. Et rebonjour Pascal Jalabert, du groupe EBRA, vous représentez le Dauphiné libéré sur ce plateau. D'ailleurs, Emmanuel Macron est dans la Drôme et il va déjeuner avec Laurent Wauquiez. Comment ça s'est aménagé cette rencontre ? Je crois que c'est l'Élysée qui a proposé à Laurent Wauquiez en tant que président de région. Courtoisie républicaine. Voilà, courtoisie républicaine. Je rappelle que c'est quand même pas en tant que président de LR, mais en tant que président de région qu'il le rencontre. C'est quand même la plus grande région de province, en termes de PIB, pas de superficie. L'Occitanie est un peu plus grande, avec quand même 12 départements,
avec aussi des problématiques très différentes d'un secteur à l'autre. Hein. Vous avez du très rural, que ce soit en Ardèche, dans le Cantal. Vous avez la Drôme qui est en effet un concentré de rural, de zones de passage et puis d'urbain. Vous avez l'agglomération lyonnaise, Grenoble, des problématiques de montagne. Donc c'est une région où il y a beaucoup de sujets. D'ailleurs, c'est un concentré de France. Oui, voilà, c'est un concentré de France. C'est d'ailleurs assez marrant parce que quand on fait des moyennes, Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes est toujours dans la moyenne nationale. Donc ils sont toujours au milieu. Représentatif. Voilà, c'est très représentatif, quel que soit le sujet. Donc moi, à mon avis, il était légitime qu'il voie Laurent Wauquiez. Alors on connaît Laurent Wauquiez. Je crois que quand même, il va lui porter les sujets qu'il connaît très bien et dont il parle depuis longtemps. Les classes moyennes, la fiscalité sur les classes moyennes, et puis les économies nécessaires pour retrouver un peu d'oxygène financier et faire des investissements. Dans l'actualité, ce sont les Gilets jaunes qui vont constituer donc une liste aux européennes menée par Ingrid Levavasseur, qui est une des figures du mouvement, Jérôme Cordelier. Ils vont prendre à tout le monde, au fond. Les Gilets jaunes, vous voulez dire ? Oui, bien sûr, ils vont monter une liste. Bon, il fallait s'y attendre. Hein. Il y en a une, il y en aura peut-être d'autres. Yann Brossa vient de dire qu'il y aurait des Gilets jaunes sur la liste communiste. Il y aura des Gilets jaunes sur d'autres listes, évidemment. C'est normal, de toute façon, c'est un mouvement pluriel. Donc, c'est pas un mouvement qui peut être cantonné. Alors la question est pourquoi ils vont prendre aux communistes, pourquoi ils vont prendre au Rassemblement National, ils vont prendre aux Ex-Front-National, formations. pourquoi ils vont prendre à tout le monde? Ils vont prendre aux formations qui canalisent un peu la colère, hein, qui surfent sur le 13% des voix, ils sont crédités à ce jour pour la liste européenne. Oui, alors on est loin, hein, on est encore loin du scrutin. Il va quand même y avoir une campagne. Tout ce monde va aller sur les plateaux télé. Nous allons les interviewer. Ils peuvent baisser, ils peuvent monter aussi. Voilà. On faut voir ce qu'ils proposent déjà. On est au mois de janvier. Il reste 4 mois. Moi, je crois que ça peut avoir une vertu, c'est de faire monter la participation. Parce que il y a des gens qui ne votaient pas. Il y a des électeurs il y a des citoyens qui peuvent se dire moi j'ai participé au moment des Gilets jaunes, moi je me reconnais dans la revendication. Ce ne sont pas des appareils, hein, parce que alors certes le Front National, la France Insoumise font du jeunisme, mais ce sont quand même des jeunes issus de l'appareil, passés par les jeunesses du Front National ou par ou Manon Aubry par le militantisme des Insoumis. Donc du coup, moi je crois que ça peut avoir au moins cette vertu, c'est-à-dire d'augmenter la participation à une élection où l'abstention est quand même traditionnellement très élevée. Jérôme Cordelier. Augmenter la participation? Ça, je trouve, oui, c'est une remarque très juste de Pascal, évidemment, et puis ça serait bien d'ailleurs, c'est bien qu'on ait un vrai débat européen, qu'on sorte un peu de nos débats franco-français. Emmanuel Macron, dans ses sondages, actuellement, effectivement, tout ça peut bouger, est encore en tête. La République En Marche est encore en tête. Vous expliquez ça comment, vous? Eh bien, écoutez, je pense que la séquence de communication, il a bien repris la main, là, de manière communication, faut le dire quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a eu un moment où on sentait qu'ils subissaient l'événement et qu'ils étaient un petit peu, ils ne savaient pas trop comment trouver une issue. Mais là, la séquence est très bonne. Hein. Il a repris un peu... Deux précédents débats nationaux. Voilà, il a repris un peu la dynamique, la pêche, l'enthousiasme qui... Mais sans s'adresser directement aux Français. Puisqu'il n'a rencontré que des élus, là. Il a rencontré des... Oui, mais enfin... Qui sont les plus représentatifs des Français. Il tourne quand même beaucoup dans le pays. Alors, c'est vrai qu'il y a encore un écran, c'est les élus. Après, ce sera le contact direct. Mais bon, non, là, c'est quand même le bien joué, hein, de manière de communication et de manière politique. Un mot avant qu'on vienne à la une du point. Macron face aux technocrates. C'est qui le patron? Avec le point d'interrogation, bien sûr. Un mot sur le Venezuela, ce qui s'y passe. Donc un président de l'Assemblée nationale qui s'est autoproclamé président par intérim, soutenu par les États-Unis, puis un certain nombre de voisins, aussi le Brésil a suivi. La France réserve sa position et consulte ses alliés européens. Pascal Jalbert, ça sent la révolution. Ça sent la révolution, et puis surtout, c'est quand même un peu embêtant de voir un pays qui a une forte ressource pétrolière. Hein. Il faut le rappeler à nos téléspectateurs. C'est un pays qui a du potentiel. C'est un pays qui a des chefs d'entreprise, des universitaires.
et une chape de plomb semble avoir été mise sur tout ce potentiel avec des inégalités criantes et un gouvernement, donc Maduro, qui verse dans la répression et la dictature. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc du coup, il est urgent de trouver une vraie solution démocratique. Je crois que les Vénézuéliens ont déjà démontré qu'ils étaient matures démocratiquement. Jean-Luc Mélenchon, ça doit pouvoir s'arranger, oui. A dénoncé la tentative de coup d'État. Yann Brossa, leader communiste aux européennes, est sur cette ligne-là aussi. Il ne reconnaît pas le président par intérim. Oui, ils ne reconnaissent pas le président par intérim. Moi, je crois que sur ces sujets, ils auraient intérêt à être plus modestes. Oui. Jean-Luc Mélenchon sur le Venezuela aurait tendance voilà. On a publié un excellent reportage, je crois, pardon de le dire, de notre envoyé spécial Claire Magnal sur le Venezuela la semaine dernière, qui est assez édifiant, qu'on peut retrouver sur le point.fr d'ailleurs. Alors, pour terminer, le point, 3 couvertures. 3 unes. Alors évidemment, la une sur Emmanuel Macron face aux technocrates, c'est qui le patron, c'est amusante d'ailleurs. Et ensuite, il y a Boulogne et Nîmes. Alors Boulogne, c'est la bataille des transports qui se joue, et Nîmes, ce sont les tribus. Pourquoi ? Vous savez, c'est une manière un peu ludique de rentrer dans l'actualité de la ville. Et on a mis en couverture ces gens qui essayent de refaire les épopées romaines dans les arènes de Nîmes. Je dois dire, la photo est... Les arènes qui sont menacées d'ailleurs, parce que dans ce numéro, vous verrez, il y a une interview de Georgina Dufoy, qui est présidente maintenant de la Fondation des Monuments Romains, et qui montre que si on fait rien... les arènes de Nîmes, monument ô combien emblématique, risque d'être en péril. Voilà, il faut sauver les arènes de Nîmes, hein. C'est indispensable. Parce que l'eau coule dans les pierres et risque de... c'est une question de construction. Donc c'est vrai que les Romains étaient des bons constructeurs, mais voilà, les arènes de Nîmes risquent d'être c'est le monument romain. Il reste quelques secondes pour Boulogne, bataille des transports. Grande bataille des transports avec un reportage exceptionnel dans une gare du Grand Paris Express. On a pu y aller avec un photographe, notre envoyé spécial Audrey Emery. Et j'attire aussi votre attention sur le hangar Y, qui va être un nouveau pôle scientifique et culturel dans la forêt de Meudon. Ça a été un endroit absolument magnifique. C'est là où on construisait des grands dirigeables, et notamment les ballons captifs, vous savez, qui regardaient pendant la guerre de 14 les tranchées ennemies. De Meudon, c'est là où Pascal Jalabert fait du vélo. Oui, merci Pascal Jalabert du groupe EBRA qui représentait le Dauphiné. Emmanuel Macron est dans ce département aujourd'hui. Dans la Drôme. Donc à midi. Merci. Voilà, et ça sera demain dans le Dauphiné libéré, bien évidemment, les comptes rendus de cette journée. Merci Jérôme Cordelier, c'est qui le patron? Merci à vous. À la une du Point. On va passer au Zap Matin, ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos ce matin chez nos confrères. On regarde ensemble, on se retrouve après. Une loi anti-casseurs, bravo. Mais il ne faut pas que cette loi anti-casseurs soit utilisée contre les Français. À quand une réponse politique? Une loi anti-casse de la solidarité contre les broyeurs de vie et de rêve? Une loi pour la justice, pas juste pour la force? Je suis très vigilante sur la manière dont on va la rédiger, sur le texte final auquel nous allons arriver. Pour l'instant, le compte n'y est pas, de mon point de vue. Plutôt que de pousser des cris, plutôt que d'encourager et d'accepter la violence, nous voulons protéger. Protéger les commerçants, protéger les habitants, protéger les manifestants et protéger les policiers. Il y a eu plusieurs lois anti-casseurs, et notamment sous Nicolas Sarkozy. Tout cela existe et ça n'a jamais... Pour les hooligans dans les stades de foot. Non, pas seulement. Ça n'a jamais été mis en œuvre. Non, on n'a pas le droit, normalement, de participer à une manifestation en étant masqué, etc. Le débat organisé par le président de la République, il a rencontré des maires cette fois-ci. Donc il se rend dans la Drôme, il va rencontrer des élus des 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes et... Laurent Wauquiez. Un vrai échange, ça veut dire aller voir les Français. Ça ne veut pas dire se déplacer dans une bulle où tout est organisé, où ceux qui ont le droit de prendre la parole sont triés sur le volet. C'est une bonne chose qu'il soit invité par le chef de l'État? Mais évidemment. Ce qui est incroyable, c'est qu'on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait ce type de rencontre. La politique, c'est quand même pas en France la guerre civile. Je pense qu'il est bien, dans une situation de crise comme celle-là, que M. Macron consente à écouter l'opposition, notamment Laurent Wauquiez, sur les sujets qui aujourd'hui font débat et ont été à l'origine de la crise. Je pense au sujet du pouvoir d'achat, au matraquage qui a été celui des classes moyennes, celui des retraités sur la fiscalité. Celui qui, le premier qui avait dénoncé cela, c'était Laurent Wauquiez, je vous le rappelle. Ça ne sert à rien, si ce n'est à essayer d'enterrer le mouvement des Gilets jaunes. Donc ils peuvent faire tous les formats qu'ils veulent, ils peuvent sortir Hanouna, ils peuvent faire des one-man shows. Nous sortirons de ce débat avec un ensemble de propositions. Mais ne me demandez pas
avant la fin du débat, de dire quelles seront nos propositions. Ça n'est pas ce que vous avez demandé, mais c'est le cadre que nous avons fixé. Et je fais confiance aux Français pour dire ce qu'ils souhaitent dans ce débat. Les Français ne sont pas dupes de la duplicité du président, qui épuise les gens, qui n'aborde pas les vraies questions et qui ne veut pas changer. D'ailleurs, il l'a écrit. Tout le monde, et est, donc, tout le monde est duplice dans votre univers, Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Les médias, le président, les autres, quoi. Dans un instant, troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire et politique. À tout de suite.